Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 3 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, même lorsqu'elle ne fait pas tourner les têtes, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et dire qu'on les paye pour ça ». On va commencer tout de suite par faire quand même un petit résumé de la semaine, puisque nous sommes vendredi, et que nous avons vécu une semaine absolument palpitante, avec un CAC 40 qui au bout du compte va perdre 1% si on reste dans la zone des 4460, ce qui est en fait la tendance depuis le début de la matinée. Sur l'Eurostoxx, on sera également sur une perte de 1%. Et la bourse de Tokyo, malgré les 4% perdus mercredi et jeudi, s'en tire sans trop de casse, avec un repli de 1,15%. Parce que la séance de lundi et mardi avait, c'est vrai, donné le sentiment que l'on croyait un avenir radieux au Japon. Cette impression s'est dissipée complètement lorsqu'on a constaté que le yuan continuait de glisser. Autrement dit, pour les Japonais, ça va être encore plus dur d'exporter. Et quand le dollar s'est mis lui aussi à fléchir parce qu'on n'est plus trop sûr que la Fed relèvera ses taux d'ici le 27-28 juillet prochain, les derniers espoirs d'ascension du marché japonais se sont un petit peu évaporés. Le Japon qui est dans une situation inextricable, mais un Japon qui, malgré tout, semble constituer un modèle pour la BCE. En effet, M. Draghi, hier, alors qu'il était interrogé sur une politique de taux zéro qui finalement ne donne pas grand résultat, on lui a demandé s'il ne s'inquiétait pas un petit peu que l'absence de marge de manœuvre ne permette pas, évidemment, de soutenir l'économie comme la BCE prétend le faire. Eh bien, M. Draghi a répondu que des taux zéro, ça peut durer presque éternellement. La preuve, d'autres pays, alors sous-entendu le Japon naturellement, ont des taux zéro depuis 25 ans. Oui, mais alors si la politique d'une banque centrale consiste à mettre les taux à zéro et puis de partir faire un golf, à ce moment-là, sincèrement, à quoi les paye-t-on ? Alors de temps en temps, y en a un qui vient amuser la galerie avec des éléments de langage. Tiens, ce matin, monsieur Novotny, c'était l'hôte de la réunion de la BCE hier, puisque Novotny, c'est le patron de la Banque centrale autrichienne, membre du board de la Bundesbank. Ce matin, il dit que, rassurez-vous, l'inflation est bien sur une trajectoire de 2%. La trajectoire, on peut dire ce qu'on veut, pourquoi pas aussi 5% de croissance d'ici 2018. Alors oui, on est sur une trajectoire de 2%, mais à condition que le pétrole remonte. Sans le pétrole, il n'y aura pas d'inflation. Alors à ce moment-là, si quoi que fasse la BCE, tout dépend du pétrole, pourquoi met-elle des taux à zéro ? Pour éviter aux États de faire faillite. Ils vont de toute façon faire faillite. On ira vers un grand reset. La seule chose, c'est que plus on attend, plus ce sera douloureux, plus on voit les écarts se creuser entre le nord et le sud, entre une Allemagne triomphante et un sud où l'on est en train d'écrabouiller 40 ans de progrès social. Car l'Allemagne, ce matin, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que la croissance 2016 sera robuste, oui, mais moins importante que prévu. Moins importante, pourquoi ? Probablement parce que la force de l'euro va un petit peu nous handicaper au niveau des exportations. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que dans l'argumentaire de la Bundesbank, on découvre en fait que la croissance, elle va dépendre essentiellement des dépenses budgétaires qui vont être engagées pour l'accueil des 1 million de réfugiés. Autrement dit, si on n'avait pas ce poste de dépense qui va porter la croissance allemande à 1,7, alors de combien serait en vérité la croissance sous-jacente en Allemagne si on n'engageait pas des milliards et des milliards de dépenses ?
Autre fait intéressant, l'Allemagne se félicite de voir affluer des travailleurs de l'Europe entière. Oui, effectivement, pour les Grecs, dont le modèle social a été littéralement laminé depuis que l'Allemagne se montre intransigeante, c'est-à-dire depuis 2010, évidemment, l'Allemagne semble presque un Eldorado. Pour les salariés portugais ou espagnols très qualifiés, mais qui ne trouvent pas d'emploi, en tout cas pas d'emploi qui paye, eh bien l'Allemagne joue également le rôle de grand attracteur. Oui, mais alors si les gens bien diplômés, bien formés partent tous vers l'Allemagne, qu'est-ce qui reste aux autres pays ? Est-ce que l'Allemagne ne trouve pas ça un petit peu singulier de se dire qu'il n'y a aucune perspective vue de l'étranger autre que de partir en Allemagne ? Est-ce que des salariés ou des étudiants bien formés partiraient s'ils pensaient qu'il y avait une perspective de croissance dans leur propre pays ? Voilà qui nous amène donc à nous interroger sur quelle est la croissance potentielle de la France, de l'Espagne, de l'Italie, avec une politique de taux zéro qui sera maintenue probablement jusqu'en 2018, puisque la BCE n'a pas révisé à la hausse son objectif d'inflation, ce qui est quand même assez prodigieux, parce qu'après avoir sorti le bazooka des taux négatifs, le mortier de 120 où on rajoute de l'argent, 20 milliards sur le QE, plus le canon de marine à long terme des TLTRO, si avec tout ça, d'ici 2018, on n'a toujours pas d'accélération potentielle de l'inflation et de la croissance, à ce moment-là, à quoi servent les banques centrales ? Pourquoi les paye-t-on ? Donc, pour les marchés, on a des banques centrales qui se disent toujours accommodantes. Autrement dit, la seule chose qui les intéresse, qui les soucie, c'est effectivement la bonne tenue des marchés. Mais en réalité, concrètement, qu'est-ce que les banques centrales peuvent vraiment faire, auquel les marchés pourraient croire, pour aller plus haut ? Puisqu'on nous dit qu'il n'y aura pas plus d'inflation, et qu'en Allemagne, s'il n'y avait pas les réfugiés, il n'y aurait pas plus de croissance. C'est quand même assez prodigieux. Alors hier, nous avions terminé notre épisode du jour avec la stratégie consistant à renforcer en anticipation des positions bear sur les marchés. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes obligés de maintenir ce cap, puisqu'on a bien vu que la BCE n'a pas relancé les marchés à la hausse. Donc, s'ils n'arrivent plus à monter, quelle sera l'option si jamais il y a un Brexit ou des résultats d'élections un petit peu contrariants en Espagne ? Donc le CAC 40 sur 4460, on peut continuer d'accumuler un petit peu de BX4, d'autant que 4460 d'aujourd'hui, c'est 4560 de mi-avril. Sur le S&P 500, hier nous vous disions acheter éventuellement des ETF bear, il a franchi la barre des 2100 hier soir, il n'est plus qu'à 1% de son record absolu. Donc si vous achetez aujourd'hui des ETF bear et que le S&P part à la hausse, eh ben, vous perdrez quoi ? 1%, et puis après ça, eh ben, on soldera la position. Mais si jamais nous avons la confirmation d'une structure de tête-épaule sur les indices US, comme on l'a sur l'Eurostoxx ou le CAC 40, à ce moment-là, les positions que nous constituons aujourd'hui à la baisse, elles peuvent difficilement être perdantes. Nous vous retrouvons donc lundi pour de nouvelles stratégies. Très bon week-end.